Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Il s'agit pas d'une vidéo comme les autres, il s'agit du premier débrief classique de la chaîne, c'est-à-dire qu'on revient sur des films qui sont déjà sortis avant et dont on avait envie de vous parler. Et en plus là, l'occasion est très bonne puisque il s'agit d'un film qui obtient une suite, ou plutôt un préquel récemment, à savoir Mad Max Fury Road. Je précise que évidemment il y aura que du spoiler vu que le film est sorti en 2015. Je pense que ceux qui étaient intéressés l'ont déjà vu. Donc voilà, ce sera 100% spoiler. On va parler du film en entier. Donc on va vous parler de Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller, qui est déjà l'auteur de 3 volets de la désormais saga Mad Max. Saga Mad Max, enfin en tout cas les 3 premiers volets étaient avec Mel Gibson notamment. Personnellement j'ai vu que le 1. Et toi Loïc? J'ai vu Fury Road et puis j'ai vu Furiosa. Ok. Voilà. Ah oui bah du coup moi j'ai vu Mad Max 1, Fury Road et Furiosa aussi, mais j'ai pas vu le 2 et le 3. Loïc, peux-tu nous expliquer, pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu Fury Road ou qui l'auraient vu il y a un bon bout de temps, pourrais-tu nous expliquer de quoi parle Fury Road? Après une apocalypse nucléaire survenue sur la Terre, nous retrouvons des survivants qui apprennent à survivre dans des clans, et on retrouve notamment Max, qui est un ancien policier de la route, qui erre solitaire et qui se fait soudain capturer par des warboys, des gens appartenant au clan de Immortan Joe, et on suit du coup la captivité de Max, mais sa vie va connaître des rebondissements lorsque l'impérator Furiosa trahit Immortan Joe, et donc il lance ses warboys et se lance lui-même à sa poursuite pour rattraper l'impérator Furiosa, mais également un trésor précieux pour Joe, ses épouses, notamment ses favorites, qui sont pour quelques-unes enceintes. Voilà. Donc c'est peut-être le moment de préciser la place du film un petit peu, parce que Fury Road, en fait, c'est pas la suite directe des 3 premiers, parce qu'il y a plus Mel Gibson qui a été remplacé par Tom Hardy. C'est plus le même personnage, mais un peu le même quand même, parce que Mel Gibson il était flic aussi avant, mais du coup c'est plus vraiment le même personnage. Et en fait ce film-là, c'est pas la suite directe, c'est une sorte de reboot, remake, un petit peu bâtard, on va dire. Et en fait, Fury Road est un film tout simplement indépendant. Et il faut dire qu'il est sorti en 2015. Il est sorti la même année que Jurassic World, Star Wars 7, Terminator Genesis, à savoir que des retours de grandes franchises, et donc il s'affichait comme un film qui allait être dans la veine de ces autres films, qui allait donc être un film qui surfe sur la nostalgie, etc. Comme Star Wars 7. Comme les 3 que je viens de citer. Hein. Oh, Jurassic World, ils avaient tenté un peu d'innover un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Et Genesis était plutôt convaincant, je trouve. Ouh là là, on n'est pas d'accord, mais c'est pas le débat. Emilia Clarke était très convaincante. Et donc voilà, Fury Road est sorti dans ce contexte-là, et il a été bien évidemment à sa sortie acclamé, chef-d'œuvre partout, les tops de la décennie 2010. Il revient très souvent dedans, puis même j'ai même envie de dire à chaque fois, je connais pas une personne qui déteste Fury Road, donc j'en ai un en tête, une de nos connaissances d'ailleurs qui nous l'a dit aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, mais il est spécial lui. Oui, c'est vrai que lui, les seuls films qu'il voit c'est sur sa roulette de film et il ne sort jamais. Et ça par contre je veux que tu le gardes. Erwan, on pense à toi. Et donc voilà, moi je connais pas une seule personne qui n'aime pas Fury Road. Personnellement, je ne l'avais jamais vu jusque-là. Pas l'occasion, pas trop l'envie non plus, parce que l'univers m'attire pas beaucoup. Et puis comme je vous l'ai dit, j'avais déjà vu Mad Max 1, qui m'avait un petit peu laissé de marbre, on va dire. Enfin, en tout cas, c'était pas mauvais, mais c'était moyen. Donc j'avais pas envie, si vous voulez, de poursuivre l'aventure. Mais à l'occasion de la sortie de Furiosa, c'était l'occasion de découvrir Mad Max Fury Road. Je vous rassure, dans de bonnes conditions, en VO, sur une bonne télé, totalement dédié au film. Donc ce fut une découverte totale. Loïc, qu'en est-il de toi? Bah moi la première fois que j'ai vu Fury Road, ça devait être en 2016-2017 je crois, c'était sur mon PC en téléchargement. Je l'avais regardé. Et ouais, à l'époque j'étais pas encore au stade où j'en suis aujourd'hui, aller au cinéma aussi régulièrement. Je n'étais pas le même homme. J'étais des Blu-ray, voilà, j'avais pas de télé aussi grande et aussi belle pour profiter de la qualité. Donc nous sommes en présence d'un Loïc post-apocalyptique. Effectivement, post Mad Max Fury Road je dirais. Donc la première fois que je l'ai vu, vraiment j'ai pas aimé. Vraiment j'étais mais ouais, bof, d'accord, il y avait des films avant, je dirais pas les voir. Et du coup tu m'as parlé de faire une vidéo sur Furiosa. Je sais écoute, ça peut être l'occasion de revoir les Mad Max. Du coup j'ai pas vu les films d'avant. J'ai juste revu Fury Road dans de meilleures conditions. Donc c'était vraiment l'après-midi avant d'aller voir Furiosa. Et je l'avais vu sur Canal, sur ma grande télé, machin, depuis que j'ai des Blu-ray, j'en profite. Du coup, venons-en à notre avis général. Loïc, qu'as-tu pensé de Mad Max Fury Road en général? Tu m'appelles Loïc, tout simplement, pas besoin de m'appeler Général Loïc, ça va aller, t'inquiète pas. Donc mon avis, il est forcément meilleur que lors de mon premier visionnage. Je sens un air de déjà vu, que ce soit sur le monde post-apocalyptique,
apocalyptique. Ces dernières années, on a eu souvent des films dans cette vibe-là. Bah, les trucs avec le nucléaire, justement, les bombes nucléaires qui ont explosé, machin, un peu comme dans la série The 100. Enfin, on a eu plein de trucs comme ça, vraiment, qui sont à fond dans le post-apocalyptique. Et c'est un peu du déjà vu. On a souvent des gens, ouais, bah, il y a des clans qui détiennent certaines ressources qui sont rares. Bah là, on a le pétrole à Pétroville, on a les denrées à la Citadelle, et c'est souvent le cas où, du coup, bah, tu dois te soumettre à ces gens-là pour pouvoir survivre, etc. Des outsiders essayent de survivre, etc. Et voilà, c'est déjà vu un petit peu, je trouve. C'est ce qui m'attire moins, parce que du coup, bah, à force, je suis un peu rébarbatif. C'est un peu comme on en avait parlé, je crois, au moment de Captain Marvel. En fait, c'est trop de Marvel, tuer les Marvel. Et là, pour le coup, je dis pas qu'on a vu trop de trucs comme ça, mais juste qu'au bout d'un moment, enfin, voilà, faut penser à autre chose, essayer d'innover. L'imagination n'est pas que dans les suites, elle est aussi dans les nouveautés. Alors, excuse-moi, je me dois de te reprendre là-dessus parce que là, je trouve que tu dis n'importe quoi. Déjà, moi, mon avis général, je suis pas emballé. Voilà. Disons que c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, loin de là. C'est un super film, voilà. Un super film, un bon film d'action, super film, Valentin. C'est un super film. Attention à tes mots, voyons. Énormément de qualité, mais je ne suis pas à le mettre sur un piédestal à dire que c'est un chef-d'œuvre comme beaucoup de monde. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, je ne peux pas te laisser dire que oh, c'est pas original. Oh là là, moi j'ai déjà vu ça 15 fois et puis c'est comme les Marvel, on en a trop. Alors là, pour moi, c'est de la merde totale ce que tu dis. Parce que déjà, tu remets pas le film dans le contexte de son époque. Tu me cites The Android, c'est quoi ça? Personne n'a vu The Android, on s'en fout. Il y a Je suis une légende, il y a le livre d'Eli, il y a Terminator 2, oui, c'est des univers post-apocalyptiques avec des zombies peut-être. Là, il y a pas de zombies. Qu'est-ce que tu me sors comme C'était des exemples, Valentin. J'avais que ça en tête sur le moment où j'ai cité les exemples. Non mais attends. Mais non, voilà, c'est tout. Ça reste des exemples où post-apocalyptique et les survivants. Tu me sors, c'est comme les Marvel, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il y a de trop en univers post-apocalyptique crédible? Alors, en crédible, pas beaucoup, du coup. Parce qu'on en a beaucoup qui sont pas crédibles. Et du déjà vu, alors pour moi, je suis pas emballé sur le film, mais je le défendrai quand même sur le fait que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, en tout cas. Ah, tous les jours, non. Moi, tu viens déjà vu. Tu viens de me dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà vues. Cite-moi des exemples. Un monde post-apocalyptique, déjà, après une catastrophe nucléaire ou autre. J'ai dit trop de Marvel, tue le Marvel, là, c'est le... Donc trop de post-apocalyptique, tue le post-apocalyptique. Oui. Et en quoi tu considères qu'il y en a trop? Cite-moi 2 films post-apocalyptiques de l'année dernière. S'il y en a trop, c'est qu'il y en a beaucoup l'année dernière. L'année dernière, il y en a pas, je crois pas. Alors l'année d'avant. Et va se faire foutre. D'accord. Non, mais c'est juste que dans ma manière de voir les choses, ma manière de penser, des fois quand il y a des idées qui reviennent assez souvent, et même si c'est pas tous les jours, tous les ans, machin et tout, il y a des moments où j'aimerais bien avoir des nouvelles choses aussi. Mais c'est juste que c'est pas un univers qui m'attire qui m'attire plus que ça déjà de base. Mais moi non et plus. En plus de ça, c'est un truc qu'on a déjà vu, tu vois, c'est des gens qui ont des ressources, donc du coup on va vivre à leurs pieds, on va vouloir leur prendre, machin et tout. Et des trucs comme ça, au bout d'un moment, c'est bon. Là où je t'attaquais, c'était sur, tu disais, on voit ça partout. C'est faux. Par contre, sur les ressources, sur les richesses, sur la question des richesses à partager, tout ça, t'as raison. Parce que moi, j'ai eu des mauvais relents de Walking Dead là-dedans. Où c'est un peu le même principe, on a des colonies qui se partagent des richesses, et puis ils se font attaquer, tout ça. Donc je suis d'accord, il y a des mauvais relents là-dedans. Pour moi, tu peux pas baser ton avis entier sur le film sur, oh non, j'ai un petit peu vu ça ailleurs. Parce que, c'est là que je voulais en venir dans le positif un petit peu. Le film, pour moi, parle d'espoir, tu vois. Le film parle de Max, qui doit vagabonder dans cet univers, et lui, tu vois, il a des traumas. Sa fille, apparemment, voilà, est décédée. Dans la version qu'on a là de Fury Road, ce Max-là, visiblement, il a aussi perdu sa femme et sa fille. Bon bref, il a des traumas et en fait il doit déambuler dans cet univers et il rencontre Furiosa et ils font équipe. Mais dans tout film post-apocalyptique, puisque tu me dis qu'on voit ça tout le temps, eh bien dans les films post-apocalyptiques, à la fin il y a une petite lueur d'espoir quand même, parce que dans Je suis une légende, bah finalement Will Smith il a l'antidote sur lui et donc à la fin l'antidote est donné aux colonies humaines qui vont pouvoir reprendre le dessus. Tu vois, il y a une note d'espoir. Donc en fait dans tout film post-apocalyptique, en général il y a une note d'espoir à la fin. Je sais pas, Terminator 2, ils arrivent à éviter le jugement dernier. Hasta la vista, baby. Bah tu vois, il y a une note d'espoir. À la fin de Mad Max Fury Road, c'est pour moi une innovation totale dans ce genre justement. C'est qu'en fait il y a pas d'espoir. Furiosa, elle s'est rendu compte que son monde n'existait pas. C'était le seul espoir qu'elle avait pendant tout le film. D'ailleurs c'est quand elle chiale dans le désert là. Tu sais, elle se rend compte qu'en fait ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner là où Immortan Joe habitait, là dans la citadelle. Et puis on va perpétrer le même mouvement, un petit peu moins violent. On va distribuer un peu plus d'eau aux gens. Mais le dernier regard quand elle monte sur la plateforme et que Max s'en va, c'est pas une note d'espoir pour moi. Elle s'en va là-haut. Elle va perpétrer cette appropriation des richesses et ça va continuer comme c'était déjà le cas. En fait, l'espoir du film est anéanti quand elle pleure dans le désert. Bah ouais, mais pour le coup, elle a réussi quand même à trouver la terre verte dont elle rêvait, d'où elle venait, et finalement, c'était la citadelle qui a des terres vertes et non, là où c'est pas l'espoir qu'elle avait. Là, non, mais c'est un nouvel espoir, comme il dit très bien Star Wars. Et c'est pas un espoir du tout parce que dans cette citadelle, les richesses sont accaparées par ceux qui sont en haut justement et ceux qui sont en bas. Pour mieux l'organiser, Valentin. Si
si tu laisses tout au peuple, c'est pas possible. Il faut contenir le peuple, il faut l'organiser, il faut qu'il y ait une organisation pour restaurer en fait l'ordre et la sécurité. C'est tout. Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Non, mais tout ça pour dire qu'elle va continuer à accaparer les richesses et elle va peut-être, comme on le voit, distribuer un peu plus d'eau au peuple. Mais en fait, le peuple reste en bas et elle monte en haut à la place d'Immortan Joe. Difficile de monter en bas. C'est en effet le cas. Ceci est un pléonasme pour ceux qui révisent le bac de français. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un plan. Je vous montre des extraits comme ça, vous allez voir. Ça t'a pas fait penser à un truc quand elle monte sur la passerelle et qu'il se regarde et que lui est en bas et que t'as la caméra en contre-plongée sur elle qui monte? Non. C'est un plan célèbre d'un film. Moi, ça m'a fait penser à Titanic. Quand Rose elle descend sur la barque et que Jack la regarde en haut, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes plans. Bon voilà, pour moi, tu vois, il y a pas de le film n'innove pas, tu vois. Parce que il est sorti en 2015, donc déjà c'est difficile de dire ouais, j'ai vu ça 15 fois depuis 2015. Ah oui, mais lui il était déjà sorti à ce moment-là. Donc pour moi ton argumentaire ne tient pas. Non mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude d'être dénigré ici dans cette émission. Donc c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Mais t'as pas trouvé il y avait plein de trucs jolis dans le film quand même. Tu sais, il y a un moment où oui. Non, vas-y, Ah, développe, j'attends ce que tu vas dire. J'attends ce que tu vas dire. Oui, il y avait plein de trucs jolis en dehors des... Notamment Chloé Kravitz, c'est l'actrice qui vous en Transformers 3, c'est ça? Bah c'est pas ça. Non, c'est Zoé Kravitz. Oh bah notamment Zoé Kravitz, c'est... Mais arrête de rigoler, je recommence. Chloé Kravitz. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était Chloé son nom, je sais pas pourquoi. Notamment Zoé Kravitz qu'on voit dans Divergente, et même dans d'autres films, et même l'actrice qui joue dans Transformers 3, je crois, la copine de Sam Witwicky. Witwicky, c'est la petite blague, voilà. Mec, on a rien à foutre. Voilà, ouais, j'en ai rien à foutre. Donc, Est-ce que je suis arrivé à dire quelque chose dans cette vidéo? Alors qu'est-ce qu'il y avait de joli à part les filles? Bon, il y avait des plans très jolis. D'ailleurs, je vous mets l'extrait en même temps, vous allez voir. Je suis sûr que tu diras pas le contraire quand tu sais, juste avant qu'ils entrent dans la tempête. En fait, il y a un plan large sur le convoi. Et en fait, ça dézoome. Et pour cadrer l'immense tempête qu'on a juste sur la droite. Et c'est un plan ultra large qu'on voit jamais dans les blockbusters en général. Et bien même dans les Sauf dans Dune. Sauf dans Dune, effectivement. Mais même dans Dune, tu vois, ils sont pas aussi immenses et démesurés par rapport au tout petit camion qu'on voit finalement à la fin. Ça, tu vas pas me dire que c'était moche. Non. Même après, quand ils vont dans la tempête, tu sais, quand il y a plein d'éclairs partout, il y a un déluge de couleurs. Oui, non, mais immense. oui, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont bien filmées, il y a des belles chorégraphies aussi, des belles couleurs. Moi, je trouve que les couleurs sont incroyables et c'est une tuerie visuelle dans la Après, tempête. des belles couleurs, il y a beaucoup de jaune orangé parce qu'on est dans le désert. Oui, mais justement, l'étalonnage est magnifique. Oui, non, mais bien sûr. Parce que il y a de la nuance. C'est pas juste le désert jaune. Tu vois ce que je veux dire. Mais oui, non, mais totalement. Après, est-ce que ça fait tout sur un film? Non. On a déjà vu des beaux films, enfin des films avec de belles couleurs et pourtant c'est les films nazes. Mais un élément, par exemple, qui m'a aussi plu, qui m'a un peu parlé, j'ai trouvé quelques éléments semblables au film de Sam Raimi, par exemple. Cette caméra folle qui bouge très très vite. Des inserts, tu vois, donc des plans sur des objets ou même des gros plans et des mouvements qui sont très rapides, qu'on retrouve dans les films de Sam Raimi. Et là, j'ai trouvé une espèce de caméra folle qui va un peu partout et qui est un peu comme dans les Evil Dead, par exemple, ou dans quelques passages des Spider-Man, je trouve. Ouais, peut-être. J'avoue que c'est pas ce qui m'a marqué parce que j'ai rien remarqué de spécial non plus. En fait, c'est pas remarqué spécialement, c'est des mouvements disgracieux et un peu frénétiques, tu vois. Je sais pas, j'ai pas fait attention non plus à... Bah, regarde dans la première séquence où Max essaye de s'évader. Oui. Tu vois, là, c'est surcuté d'ailleurs. C'est ce qui m'a un peu dérangé sur le moment parce que c'est pas toujours très lisible dans cette séquence-là. Enfin, après, ils avaient pas fait un plan séquence dessus. Je parle pas d'un plan séquence. Mais en fait, c'est très surcuté. En fait, ça cut toutes les secondes à des moments et c'est à la limite de l'illisible, tu vois, des fois. Parce que tellement que c'est frénétique et que ça va dans tous les sens. Là, tu vois, c'est à la limite du surplus, quoi, je trouve. Donc ça, c'était des éléments de mise en scène un petit peu. J'ai noté aussi les fondus au noir. Tout ce procédé de fondu au noir qui justement coupe les séquences et qui était plutôt intéressant, je trouve, au contraire de Furiosa, mais on en reparle dans la vidéo sur Furiosa, je vous y renvoie. À noter aussi deux derniers éléments. La nuit américaine, tu sais, toutes les nuits du film, elles sont super éclairées. Tu sais, c'est très bleuté. Comme dans La Land, c'est ça? Oui, un petit peu comme dans La Land, mais sauf que là, la nuit, c'est un peu du studio, enfin, c'est autre chose. Ouais. Oui, mais un peu comme dans La Land, t'as raison. Mais la nuit américaine, c'est, ils ont filmé en plein jour. Et ça se voit. À l'étalonnage, ils ont rendu ça, ils ont assombri l'image, si tu veux, et du coup. Et moi, je trouvais que les nuits américaines étaient très jolies dans le film, je trouve. Le contraste entre bleuté et justement. Et orangé. La folie orangée, jaune du reste. Le contraste entre les deux, par exemple, fonctionne super bien. Pour illustrer ce que je dis, je pense là à un plan qui m'a marqué. Tu sais, quand ils ont passé la tempête et ils repartent, il y a le camion qui est embourbé dans le sable. Oui. Il se tire avec un arbre et du coup, le camion repart et ils vont vers le Havre de paix, apparemment. Et quand ils repartent, à un moment, il y a un plan où on voit des mecs, enfin des créatures sur des grandes échasses. Ah oui, les corbeaux. Il y a des corbeaux et il y a des espèces Je pense que ces gens étaient appelés les corbeaux aussi, je
je pense. Ah, c'est possible. Parce que la manière dont ils se comportaient et la manière dont ils étaient habillés même et tout. Enfin, au début, je pensais que c'était des gros corbeaux justement sur des échasses, un truc comme ça. Donc je pense que c'est ces personnes-là qui ont été appelées les corbeaux ensuite. En tout cas, moi j'adore le design parce que tu sais, c'est des grandes échasses, des personnes sur des grands membres comme ça. Et en plus, c'est juste un plan. On les voit pas, on les revoit pas avant ou après. Non, c'est ça. Et par contre, ouais, il y a des trucs qui sont plutôt positifs malgré tout, tu vois. Ça me fait mal au cœur de le lire. Bah, l'histoire un petit peu avec les épouses d'Immortan Joe qui cherchent à s'échapper, machin. On l'a déjà vu, mais voilà, c'était dans le monde post-apocalyptique. Il y avait ça, il y avait la recherche d'avoir les héritiers en pleine santé d'Immortan Joe comme Rictus Erectus, qui était très drôle d'ailleurs. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ouais, ça m'a piqué un petit peu mon intérêt. Mais le reste, bah pas forcément. J'avais dit au début que j'étais un petit peu mitigé. Enfin, en tout cas que j'étais pas emballé et que c'était pas un chef-d'œuvre. C'est parce qu'il y a beaucoup de négatifs aussi. Et j'aimerais y arriver si tu veux bien. Oui, bah le problème c'est qu'on devrait parler de tout le film en détail et vraiment on n'a pas le temps. Le problème c'est que c'est surtout par rapport à mon point de vue à moi et mon ressenti. Et ouais, c'est surtout par rapport à mon ressenti. Vraiment, c'est pas un univers qui me tente non plus. C'est l'histoire, bon bah voilà, m'intéressait pas plus que ça. Tu parlais de l'univers, que t'aimais pas trop l'univers. Ouais. Et ben moi je suis d'accord parce que l'univers me rebute un petit peu. Et même l'univers métal. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qui me hype non plus. Bon, vraiment, ce que j'ai trouvé original, même un peu rigolo, c'est t'as le guitariste vraiment en métal avec la flamme qui sort. Ouais, bon, voilà, c'est rigolo une fois, c'est tout quoi. Est-ce que t'as remarqué que dans le film il y avait des plans qui sont en accéléré, qui sont en x2? Ouais, je me suis rendu compte hier quand je l'ai vu. Genre par exemple quand il essaye d'enlever sa muselière avec la lime. Je fais mais c'est pas possible. Il a Parkinson, il a un truc, non, c'est pas possible. C'est juste le mouvement de la main vraiment quand il frotte. Le reste, j'ai pas remarqué. Mais surtout à ce moment-là, je fais mais attends, c'est pas possible. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup ça perd un peu de son charme. Mais il y en a plein d'autres moments. Par exemple, quand Immortan Joe il distribue de l'eau, tu sais, la première fois, en fait, en bas, il y a un long plan en plus où il y a plein de gens qui ramassent ce qu'ils distribuent. Oui. Et pareil, le truc est en x3, je pense. Non, j'exagère, en x2 au moins. Et même quand l'attaque contre Furiosa, quand elle commence à s'enfuir, avant qu'ils aillent dans la tempête, il y en a énormément des plans accélérés à ce moment-là. C'est disséminé un peu partout dans le film. C'est parce qu'ils vont vite avec les voitures, donc du coup, faut accélérer les actions pour que ce soit plus lisible, machin. J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais justement, ça c'est, en plus, c'est un procédé qui se faisait beaucoup dans les vieux films. T'as déjà regardé des vieux films dans ta vie. C'est vrai que c'est un procédé qui se faisait beaucoup où il y avait des plans en accéléré pour donner plus de rythme ou voilà, pour montrer que les personnages vont très vite alors qu'au tournage, ils marchaient quoi. Par exemple, si on veut faire en sorte qu'ils courent, on accélère un plan où ils marchent, ce qui donne l'illusion qu'ils courent. Et d'ailleurs, George Miller reprend plein de choses qui se faisaient plus à Hollywood ou qui se faisaient dans les films d'avant et qui se font plus aujourd'hui. Je parlais du fondu au noir. Ça se faisait plus jusqu'à ce que il le fasse dans Fury Road par exemple, dont les plans accélérés aussi. Ça me gêne en fait dans les films d'époque et dans Fury Road parce que moi ça me fait sortir du film. Je vois l'artifice, je vois le mec sur le banc de montage faire vitesse x2 et en fait c'est pas des mouvements naturels. Bah quand les gens se mouvoient, on sent que c'est pas naturel et en fait l'immersion du film est brisée pour moi. Et du coup j'arrive pas à rentrer dans le film à 100% parce que si à chaque fois il y a des plans accélérés, ça me brise mon immersion, j'y arrive pas. Et donc ce que je voulais dire, c'est que je déteste ce procédé parce que je ressens tout de suite l'artifice utilisé et ça me sort du film. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un procédé que je ne comprends pas. Pourquoi on multiplie la vitesse par 2 alors que tu peux le faire toi-même directement par 1 et quand c'est même en vitesse normale on va dire, l'action se passe très bien quand même. Alors pourquoi vouloir accélérer le temps? Et le seul moment où ça pourrait être intéressant, c'est le moment où tu veux montrer que le temps passe plus vite en général, mais tu fais ça avec le procédé, bah ouais, le soleil se lève, il se couche, la lune apparaît, etc. Une ellipse. Une ellipse, exactement. Et c'est le seul moment où ça peut être intéressant, ou même quand un arbre pousse ou autre, mais le reste, quand c'est des actions humaines comme ça, il n'y a aucun intérêt selon moi. Je suis bien d'accord. Donc voilà, pour la mise en scène, moi c'est cet élément qui me sort du film tout le temps. Dernier point qui m'embête un petit peu dans le film, c'est la tangibilité de l'univers. Est-ce que toi ça t'a fait l'effet, tu sais, quand tu vois toutes ces courses-poursuites dans le désert avec des grosses bagnoles et des gens dessus, moi ça m'a fait un peu l'effet les fous du volant. Jamais vu, donc je peux pas te dire. Ouais, mais tu vois vite fait ce que c'est. Ouais, vite fait, ouais. Tu vois, c'est des mecs qui font des courses un peu genre Mario Kart sur des bagnoles et pareil, bah, ils ont des voitures très excentriques avec des gens qui font des trucs dessus et tu vois, bah typiquement le mec qui fait de la guitare électrique sur la bagnole et la guitare qui lance du feu, ça c'est très extravagant, c'est excentrique et ça me fait penser aux fous du volant, tu vois, bah des voitures qui déambulent avec des délires sur les voitures. Ouais, bah moi j'ai trouvé ça rigolo, mais bah, c'est rigolo. Je comprends pas aussi comment on a pu en arriver à cet univers-là, tu vois. Je comprends pas comment le monde a pu virer de manière à ce que il y ait une omniprésence des voitures et une omniprésence du pétrole. Si la civilisation en est à ce point-là, le truc est plus extractible. Alors tu vas peut-être me répondre par telle hypothèse, mais j'ai du mal moi à trouver ça crédible, en tout cas sur un premier visionnage. J'ai du mal à ce que cet univers soit crédible. Si on part d'un monde réaliste comme le nôtre aujourd'hui, si jamais il y a une apocalypse nucléaire, je ne vois pas comment le monde peut partir dans une omniprésence des voitures, une utilisation du pétrole et l'anéantissement de tout ce qui est à côté, tu vois, l'anéantissement de la culture, ça ne marche pas. J'ai du mal à croire en
dans la tangibilité de cet univers-là. Bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, le film est pas non plus oufissime. Alors pour conclure, Loïc. C'est un bon film d'action et puis ça ira pas plus loin, quoi. Je connais déjà des personnes dire ouais, mais c'est n'importe quoi, de toute façon, t'as un avis de merde, ce que tu dis, c'est de la merde, machin. Je m'en fous. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait introduire une nouvelle rubrique dans cette émission? Vas-y. Est-ce qu'on pourrait, à la fin, donner notre note Sens Critique, tout simplement? Ah, je crois que j'avais mis 4 sur Fury Road. Pour mon premier visionnage, bah je vais monter à 5. D'accord, donc c'est Voilà. c'est un 5 sur 10 pour toi. Un 5 sur 10, un bon film d'action. Et toi, Valentin? Moi, je mets un bon 7 sur 10. Ah oui, bah... Oh. Les bons pigeons. En vrai, il y a une déferlante de gens qui parlent de chefs-d'œuvre et qui mettent des 9 partout. Il y a des 9 et Oui, des non, 10. mais ça, par contre, le 9 est pas forcément mérité, mais... Non, mais ça, c'est ton avis, encore une fois. Mais voilà, le film a une stature de chef-d'œuvre, donc je pense déjà que mettre un 7 sur 10, c'est un petit peu dissonant d'habitude, alors toi, on n'en parle même pas. Oui. Bah, après, moi, je mets des 9 à des films de qualité, tu vois. Je vous invite quand même à aller voir le Sens Critique de Loïc, vous allez voir le truc. Je vous attends au tournant, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, y a pas de souci, on discutera. Bon voilà, pour terminer, moi j'ai bien aimé le film, même s'il y a pas mal de choses qui me dérangent et j'ai eu assez le temps de le dire. Donc merci de nous avoir écoutés pour ce premier débrief classique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce vers le haut, à aller voir notre compte Sens Critique, les liens sont dans la description, le Twitter de l'émission aussi. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.